Merci à vous. Je tenais juste à vous dire que c'est une série de 10 épisodes réalisés, Avatar de Lumière, réalisés par la maison La 8 donc, et Arte, donc, qui est toujours disponible sur le site aussi bien de Arte TV que le site de Lumière 2015. Maintenant, je donne la parole et je demande l'intervention de Madame Bernadette Bricou, professeure de littérature orale chargée de mission et culture du monde, donc à l'université Paris Diderot. Elle est par ailleurs conceptrice également des Amphis 21 à Sciences Po, conférence culturelle et géopolitique qu'elle a créée en 1997 et qu'elle anime depuis lors et qui ouvre les perspectives sur les grandes questions du XXIe siècle. Bernadette Bricou a publié notamment Le savoir et la saveur, Henri Pourra et le trésor des contes, Les clés de contes, La mémoire de la maison. Elle a dirigé également des ouvrages collectifs, Le regard d'Orphée, Les mythes littéraires de l'Occident, Les mémoires du siècle. Elle intervient régulièrement sur France Inter, notamment dans l'émission de Noël Bréam, La nuit est à vous. Elle va nous faire rêver avec La grande ours et le petit pousset. Madame Bernadette Bricou. Quel chemin mène à la demeure de la lumière? Et l'obscurité, quel est son lieu pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison? Ainsi s'exprime Dieu au vers 20 et 21 du livre de Job. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui, dans le temps qui m'est donné, que l'un des chemins qui mènent à la demeure de la lumière, c'est la voie des contes. Avec les mythes et les légendes, les coutumes et les croyances, les proverbes et les devinettes, les contes forment en effet une trame symbolique dont notre quotidien est aujourd'hui encore invisiblement tissé. Pour nous qui vivons dans un monde où l'information immédiate a pris le pas sur la connaissance inscrite dans la longue durée, la littérature orale est un continent poétique en même temps qu'une mémoire vive. Elle éclaire d'une belle lumière nos façons de voir et de penser, mais peut-être aussi de rêver le monde qui est le nôtre. Je vous propose aujourd'hui de partir sur les traces du plus humble, du plus petit héros qui soit, et qu'il soit invité à siéger aujourd'hui dans cette salle magnifique, parmi tant de gloires réunies sous l'égide lumineuse de M. Costel-Soubran, n'est pas pour me déplaire. Il était fort petit, dit le conte, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit pousset. Le petit pousset, c'est un surnom parfaitement lisible, si transparent qu'il en devient impénétrable, car les contes merveilleux nous proposent des personnages sans épaisseur, aussi plats que le sont les figures de vitrail ou celles du théâtre d'ombre, et cependant, chacune d'elles est une énigme qui voudrait être décryptée, car dans chacune de ces figures s'écrit l'histoire du monde. Aux lisières du conte et du songe ressurgit d'abord une image. C'est celle de la lumière lointaine qu'aperçoivent les enfants perdus dans la forêt. Le petit pousset grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Cette lueur est aux enfants abandonnés ce que l'étoile est aux bergers et aux rois mages dans la nuit de Noël. C'est un guide et c'est une promesse. C'est une promesse fugitive, bien sûr, et qui se révélera bientôt illusoire,
puisque cette lumière, c'est celle de la maison de l'ogre. Mais de toutes les images de nos récits d'enfance, cette petite lumière dans la nuit est sans doute celle qui demeure en nous la plus forte de l'abri désiré. Nous sommes en effet au plus noir de la nuit, d'une nuit, mesdames, messieurs, que n'éclairait pour nos ancêtres aucun lampadaire, aucun réverbère, aucune guirlande électrique. Il n'y a plus de cailloux blancs pour éclairer la terre, il n'y a pas d'astre dans le ciel obscur, et la peur des enfants perdus réveille chez l'auditeur ou le lecteur de contes bien des terreurs anciennes, celles de nos cauchemars. La nuit vint, dit Perrault, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient vers eux pour les manger. Pour ceux qui n'ont pas de maison, la nuit est une bête cruelle. La nuit du conte reflète sans nul doute notre peur des ténèbres, peur ancestrale dont les croyances populaires se sont bien souvent fait l'écho. Cette nuit qui est l'œuvre du diable, comme contrepoint du jour qui est l'œuvre de Dieu, si l'on en croit une légende de Basse-Bretagne, cette nuit grouille de figures menaçantes, sorcières au sabbat, bêtes noires, dames blanches, chasse volante, dames damnées que conduit le malin, lavandières de nuit qui viennent aux fontaines pour laver des linceuls souillés qui jamais ne blanchissent. Les récits de peur qui décrivent ces apparitions fantastiques enseignent à ceux qui les entendent le savoir-vivre vis-à-vis du monde invisible. Au plus noir de la nuit, le petit Pousset apparaît donc dans le labyrinthe végétal de la forêt comme un veilleur et comme un guide. Lors de la première tentative d'abandon, il a su marquer la terre noire de ses cailloux blancs. Lors de la seconde, il est celui qui s'élève tout en haut de l'arbre entre terre et ciel pour apercevoir cette petite lueur par-delà la forêt, la lumière de la nuit, pour reprendre le titre d'un livre magnifique de Pietro Cittati. Une bizarrerie du conte de Perrault réside cependant dans le fait que la petite taille du héros évoquée lors de sa naissance ne l'est plus guère ensuite. À vrai dire, elle ne lui sert de rien, elle n'a aucun caractère fonctionnel. Et on a donc très tôt émis l'hypothèse que son surnom lui fut attribué par une fantaisie de Perrault, alors qu'il est en fait le surnom du personnage d'un autre conte, le Petit Pousset, un personnage presque invisible, lointain cousin de notre petit bonhomme en pain d'épices. Cet enfant-là surgit de la lumière du four, où sa mère qui a cuit le pain a sculpté dans la pâte à pain un petit enfant qui a le visage de son rêve. Il sort du four, maman me voilà, il vient au jour, saute par la fenêtre et il est immédiatement englouti par l'obscurité, englouti par des animaux qui l'avalent puis le rejettent, un bœuf, une chèvre, un loup. Notre minuscule héros se nomme, dans les versions orales, le Petit Pousset ou grain d'orge. Or, le grain d'orge, rappelons-le, sert à l'époque de Perrault d'unité de mesure. Il se divise lui-même en 5 grains de pavot posés l'un contre l'autre. Mais le grain d'orge, c'est aussi et surtout la 12e partie du pouce. Ainsi donc, le petit enfant qu'engloutissent les animaux est à peine haut comme un pouce. Et de quelle hauteur est le pouce? De 12 grains d'orge ou grains de blé. Le nom du héros garde donc, vous le voyez, la trace d'un monde où tout se mesurait à l'aune d'une graine avant l'établissement du système métrique en 1790. Un petit Pousset peut donc en cacher un autre, car l'enfant, avalé par les animaux, nous restitue, comme dans un jeu de miroir, l'image de l'enfant perdu dans la forêt. Tous deux sont engloutis par les ténèbres, celle de l'estomac d'un bœuf vorace ou celle de la maison de l'ogre, qui ne l'est pas moins, ça sent la chair fraîche. Tous deux sont petits mais habiles, tous deux sont maîtres de l'espace, tandis que le petit Pousset chausse les bottes de 7 lieues qui le rendent insaisissable, grain de millet, passe d'un estomac dans un autre, changeant d'obscurité si souvent qu'il échappe à toutes les recherches.
Enfin, chacun de nos héros est un veilleur, un éveilleur, un guide qui montre le chemin dans la nuit. Tandis que le petit Pousset dirige ses frères dans la forêt grâce à ses cailloux blancs, Grain de Millet va diriger les bœufs de l'attelage de son père, qui est un laboureur, en se plaçant dans l'oreille d'une des bêtes. C'est même ce motif du Pousset laboureur qui constitue, pour le grand folkloriste qui était Gaston Paris, le motif principal, l'épisode central du conte, et peut-être le plus ancien. On le retrouve dans toute l'Europe, en Norvège, où le héros se cache dans la crinière, puis dans les naseaux du cheval qui le porte, en Slovaquie, où il va se nicher dans l'oreille d'un bœuf, en Allemagne, où dans la version des frères Grimm, il crie au cheval « Hu et hola, hu et dia », l'aiguillonnant ainsi par ses cris. Dans un texte paru en 1662, l'Ovide Bouffon de Rucher, il est déjà question de notre conte, mais il porte le titre « Le petit pucelot ». On ignore si ce petit pucelot évoque le Pousset perdu dans la forêt ou l'enfant avalé par les animaux. Mais il nous faut souligner ici une anomalie surprenante. Si le mot Pousset vient de pouce, lui-même dérivé en latin de pollicem, accusatif de pollex, le pouce, le mot pucelot ne peut lui être apparenté par l'étymologie. C'est en effet le masculin de pucelotte qui désigne la pucelette, la petite puce, dérivée, elle, de poulex, ce qui éclairerait nos contes d'un jour nouveau. Je vous sens très inquiet car vous ne voyez pas venir la grande ours, mais nous cheminons vers elle. Faut-il donc voir des sauts de puce dans les bonds prodigieux du petit Pousset lorsqu'il chausse les bottes de 7 lieues? Il y a certainement du divin dans une puce, écrit Voltaire dans ses dialogues, car enfin, elle saute 50 fois sa hauteur. En ce qui concerne Grain de Millet, il est plus proche encore de la puce, puisqu'il rebondit sans encombre d'un corps à l'autre, invisible et insaisissable, qu'il s'arme souvent d'une aiguille, d'une épée faite d'une aiguille par son père, qui est ailleurs, pour piquer incognito les hommes et les bêtes. Mais c'est surtout dans l'épisode du Pousset laboureur que le motif s'impose. Caché en effet dans l'oreille du bœuf, le héros pique en cet endroit sensible l'animal pour le faire avancer, lui mettant ainsi, au sens propre, la puce à l'oreille. Il y eut un temps, mesdames, messieurs, où les hommes, considérant le ciel comme le miroir du monde, y lisaient les récits de l'aventure humaine. Et si présente était alors dans la tradition orale l'image du Pousset laboureur, qu'elle éclaire sans doute l'appellation mystérieuse donnée à la grande ours en Wallonie et dans les Ardennes. On la nomme le char Pousset. Les 4 étoiles en carré, évidemment le pointeur lumineux s'absente, mais ça c'est un tour de la technique. Les 4 étoiles en carré que vous voyez là-bas forment les 4 roues du char. Les 3 presque alignées sur la gauche forment, voilà, c'est magnifique, voilà, vous êtes merveilleux, forment, ça c'est magique. Les 3 étoiles alignées sur la gauche sont les 3 bœufs de l'attelage que dirige un petit homme figuré par l'étoilette qui est placée au-dessus du bœuf de milieu. Voilà, vous les voyez, le petit homme placé au-dessus de l'étoilette du milieu. Les astronomes, a souligné Sylvain Chatti, auquel je dois cette belle image de la grande ours, la nomment Alcor, nom qui vient peut-être de l'arabe Alcour, le cavalier, du fait qu'elle semble chevaucher l'étoile placée au-dessous d'elle. Elle est du reste déjà mentionnée en 964 par Abd al-Rahman al-Soufi dans son livre des étoiles fixes. Au-dessus d'Al-Anak, aujourd'hui Mizar, l'étoile du milieu, parmi les 3 bœufs que nous voyons sur le côté gauche, est une petite étoile qui lui est contiguë. Les Arabes la nomment Al-Soua, la petite négligée. Cette étoilette négligée, dont les anciens ont rarement parlé,
alors qu'elle est pourtant visible à l'œil nu. Cette étoilette négligée dont une tradition nous rappelle qu'elle permettait de tester l'acuité visuelle des archers de Gengis Khan ou de Charles Quint. Dans les Ardennes et en Wallonie, les paysans la nomment Pousset. D'où, bien sûr, cette appellation de char Pousset pour notre grand ours, appelé dans d'autres régions le chariot. Et voici la lecture que Gaston Paris nous propose de cette constellation mythique. En regardant au ciel les bœufs éclatants qui s'y promenaient en ordre, nos pères ont remarqué la petite étoilette placée au-dessus de celui du milieu, et ils en ont fait le conducteur. Mais le bœuf est si grand et si splendide, le bouvier si petit, à peine visible, c'est que c'est un nain. Il dirige les énormes bêtes en leur disant à l'oreille des mots qu'elles comprennent, car il est doué d'une sagesse merveilleuse. Il leur parle à l'oreille, mais d'abord il les pique. Et voilà notre pucelot, petit bouvier céleste, labourant les sillons obscurs et guidant les étoiles. L'étude de Gaston Paris date de 1875. 6 ans plus tôt, un poète de 16 ans, lui aussi natif des Ardennes, donnait à ce motif du char Pousset, sans le savoir peut-être, une brillance incomparable. Mon unique culotte avait un large trou. Petit Pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Faut-il souligner ici ce que Rimbaud suggère si magnifiquement? Jusqu'au cœur du poème, le nom du petit Pousset nous parle d'une enfance, celle du petit homme, celle de l'humanité. Le petit Pousset nous parle en tout cas d'un temps où le monde se mesurait à l'aune d'un grain d'orge ou d'un grain de pavot, où nos ancêtres, interrogeant la nuit, cherchaient dans le ciel étoilé la trace du Créateur, la faucille argentée de la lune, le chemin de la Voie lactée et les grands bœufs errant dans les champs du ciel. Il leur fallait tendre l'oreille pour entendre dans le silence le tintement des grelots d'or, la musique des sphères. De bon matin, j'allais au bois de Carcaille, dit une devinette populaire. J'y perdis ma sonnaille. De jour, je l'ai perdue, de nuit, l'ai retrouvée. Et la réponse, c'est une étoile. Avec le froufrou des étoiles et les sonnailles de la nuit, le petit Pousset nous parle de l'enfance de ce petit Pousset que nous avons été. Ma puce, mon poussin, mon Pousset, dit la mère en une déclinaison tendre, qui ne se soucie pas des étymologies, mais seulement que le Pousset pousse. Or, cet enfant de la merveille, d'où vient-il? De la nuit primordiale dont nous sommes issus et que suggèrent les créations mystérieuses d'Evie Keller, de cette nuit où va surgir sous nos yeux une étoile à peine visible comme une promesse de lumière. Quelle chanson lui chantait-il? Petit Pousset deviendra grand et le poète de 16 ans, celui qui écoutait comme un Orphée campagnard le froufrou des étoiles, sera bientôt celui des illuminations. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. Terre blanche, semence noire, dit une devinette populaire. 5 bœufs tirent la charrue. C'est la main lorsqu'elle écrit. Je vous remercie de votre attention.